Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florence, bonjour Tristan. Bonjour, Bonjour, bonjour Jérémy, bonjour Tristan. Vous allez bonjour. bien? Bien, Oui, oui, bien, bien, oui. merci. Bon alors, on est réunis aujourd'hui pour le webinar sur l'intergénérationnel, reconnecter les générations. Ça fait partie des très grandes priorités pour les RH de cette année. Et donc aujourd'hui, on a un programme chargé. On a une petite heure, 58 minutes maintenant. Et l'objectif, ça va être à la fois de pouvoir parler d'intergénérationnel, mais aussi de voir ce que ça veut dire dans les nouveaux modes de travail. Parce qu'il ne s'agit pas juste de parler des générations, il s'agit aussi de comprendre comment ça change la manière de travailler. Alors aujourd'hui, on a des intervenants de qualité avec nous et je suis très très content. On va commencer avec toi, Florence. Florence, tu es une grande experte du job sharing. Donc toi, ton sujet, c'est la communication interculturelle. Donc tu nous expliqueras comment tu relis job sharing intergénérationnel et interculturel, parce que déjà, ça nous permet de faire des liens intéressants. Pour toi, en fait, tu aimes le terrain, tu aimes le concret, et d'ailleurs, toi, tu as une carrière plutôt autour du business. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Et j'ai travaillé pendant plus de 23 ans, à des fonctions de direction marketing et commerciale, dans des grands groupes et en France et à l'étranger, et travaillé avec, différentes cultures et on reparlera après plus tard du job sharing que j'ai découvert et pratiqué en Allemagne, qui a été la révélation et donc qui permet, hein, on en reparlera, mais notamment de faire des ponts entre les générations et les cultures. Donc toi, tu viens des métiers, tu viens pas du RH. Exactement, moi je suis pas du sérail RH, je suis sérail, on va dire marketing On commercial. t'accueille avec grand plaisir quand même. Merci. Et bien sûr, on a Tristan, qu'on ne présente plus. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc Tristan, c'est l'académique de l'étape. Tristan, alors ça fait très longtemps maintenant, ça fait plus de quelques années, qui travaille autour des sujets du travail, de l'emploi, de l'intérim. Et Tristan, tu as vu beaucoup d'évolutions en la matière. Tu t'es intéressé à énormément de tendances. Tu as travaillé sur pas mal de sujets prospectifs. Et tu as notamment travaillé sur un grand rapport autour de l'intergénérationnel. Donc Tristan, parle-nous Oui, un petit peu plus de toi. oui, oui, bonjour à tous, tout à fait. Alors, comme vous le voyez, je suis un peu le senior de la bande, hein, j'ai 61 ans et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite ni l'année prochaine, ni dans les 2 ans qui viennent. Et ça m'a donné la chance, effectivement, de beaucoup travailler et m'intéresser aux évolutions du marché du travail, des rapports des jeunes au marché du travail, des problématiques d'intégration, de formation, de mutation technologique. Et en l'espèce, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un rapport que j'ai écrit pour le compte de Job Teaser et de Tomorrow Theory sur le management intergénérationnel, qui est un rapport, alors c'est pas parce que je l'ai écrit, mais qui est assez conséquent, qui fait une centaine de pages et que je vous invite tous à parcourir et découvrir, et notamment sur la manière de mettre en place un management intergénérationnel dans les organisations. Alors, je vous mets le lien du rapport en commentaire. Je vous le remettrai au cours d'ici la fin du webinar. C'est un très gros boulot, Tristan, que tu as fait, puisqu'il y a plus de 150 pages, il y a plein de gens interviewés, il y a plein de rapports dépouillés sur tout un tas de statistiques différentes. Donc, c'était un très, très gros boulot. Et Tristan, je crois que ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille ensemble tous les deux. Oh oui, au moins. Alors, je pense qu'on a commencé sur les mutations technologiques. C'était l'avant IA, en quelque Ouais, sorte. l'avant IA. Et je trouve que toi et moi, on a un bel exemple de collaboration intergénérationnelle qui dure dans le temps. Tout à fait, et avec bonheur. Avec bonheur. Donc, merci encore, Tristan. Et Léna, bonjour. Donc, Léna, tu es la COPS de Florence. C'est Donc, ça. toi, pour le coup, tu viens des RH, là où Florence vient du business. Tu as une vingtaine d'expériences terrain dans des environnements assez variés, à peu près toujours dans les RH, c'est ça? Oui, qui a su un bébé RH, on va dire. Un bébé RH. Tu es arrivé dans les RH et tu es venu petit à petit sur le sujet du job sharing, de l'intergénérationnel. Comment ça s'est fait pour toi? Alors, en fait, j'ai débuté ma carrière en job sharing, en réalité. Quand j'étais, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai été en alternance et pendant 2 ans, j'ai été en job sharing avec mon binôme. Donc, pendant que j'étais à l'école, lui était en entreprise et inversement, ça a duré 2 ans et finalement, j'ai mis de côté ce sujet du job sharing pendant presque 20 ans. Et on s'est retrouvés avec Florence, effectivement, par ailleurs, effectivement, on est amis, donc on s'est retrouvés quand elle est revenue en France, de son expérience en Allemagne.
Et vu que je bossais, moi, sur le sujet de l'engagement collaborateur et sur la thématique des ressources humaines, on s'est dit, bah, en fait, finalement, le job sharing, ça répond quand même pas mal aux besoins des salariés et aux attentes des entreprises. Donc voilà pourquoi, en fait, je suis revenue sur ce sujet qui, finalement, n'est pas si nouveau que ça. Donc, on fera un petit focus sur ce qu'est le job sharing tout à l'heure, parce que c'est une petite partie de tous les éléments qu'on va voir autour de l'intergénérationnel et plus globalement autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, puisque ici, je pense que tous autour de la table, on est convaincus que, comme on dit, une boîte qui n'a pas de problème de diversité et d'inclusion n'a pas de problème d'intergénérationnel, mais une boîte qui a des problèmes d'intergénérationnel a probablement beaucoup d'autres problèmes. Tristan, moi j'aimerais bien que tu nous dresses un petit peu le topo de ce que tu as compris sur ce sujet intergénérationnel, parce que très souvent, quand on parle des générations, ça a l'air mis dans des cases, hyper restrictif, bateau, ça a l'air d'enfermer. Donc comment toi est-ce que tu l'as approché pour éviter ça? Tout à fait. La première chose qui est importante, c'est quand on parle d'intergénérationnel, c'est de se dire c'est quoi une génération. Et alors, ça paraît évident de poser les générations, et en fait, on se rend compte que bah, non, ça ne l'est pas, et ça l'est d'autant moins d'ailleurs que quand on parle des générations baby boomer, X, Y, Z et alpha, ben, en fait, il n'y a aucun endroit où vous trouverez une norme qui va vous donner exactement les bornages en termes de génération. Bref, toujours est-il que quand on s'intéresse, en tout cas en sociologie, au concept de génération, en fait, si on prend par exemple une définition du dictionnaire, c'est quoi une génération? C'est un ensemble de personnes qui vivent dans le même temps et qui sont à peu près du même âge. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, où va-t-on? Plus intéressant, c'est au 19e siècle, un philosophe qui s'appelle Wilhelm Ditley, qui a essayé de poser une définition des générations, et en considérant qu'une génération, en fait, c'est quoi? C'est un cercle assez étroit d'individus qui, malgré la diversité des autres facteurs qui entrent en ligne de compte, sont reliés en un tout homogène. Et pourquoi? Parce qu'ils dépendent en fait des mêmes grands événements et des mêmes changements qui sont survenus durant leur période de réceptivité. Alors, réceptivité, c'est un terme qui est intéressant parce que justement, une période de réceptivité, c'est une chose, mais aussi au sein d'une même génération, on le sait tous, vous allez avoir des gens qui vont être plus ou moins réceptifs à différents sujets, à différents enjeux, à différents mouvements, par exemple les mutations technologiques. Et donc là, on voit déjà que le concept de génération est délicat, on va dire, à prendre en compte, dans la mesure où, encore une fois, des individus d'une même génération peuvent avoir des degrés de réceptivité par rapport à des phénomènes qui vont être différents. Toujours est-il que la recherche considère qu'en fait, une génération, elle se situe, qu'il y a un temps à peu près entre 22 et 32 ans. Vous voyez déjà, on est assez large entre deux générations aujourd'hui. Et on a coutume de considérer que sur le marché du travail, en fait, les générations, on va avoir d'une part les baby boomers, dont je fais partie, qui sont nés en gros entre 46 et 64. Moi, je suis né en 1963. La génération X, pour ceux qui sont nés entre 65 et 80, les Y entre 80 et 96, les Z nés à partir de 97, et puis Jérémy, une génération à venir qui t'est chère, et donc la génération Alpha. Alors, Tristan, si on fait juste un petit temps d'arrêt là pour reprendre, pour que les gens un peu essayent d'enregistrer une définition claire de ce qu'est une génération, tu donnes laquelle? Eh bien, je dirais que ce sont des personnes qui, en fait, tout en ayant effectivement vécu dans la même tranche d'âge, grosso modo, vont effectivement avoir été impactées par des phénomènes extérieurs qui sont relativement similaires. Mais c'est très délicat parce Non, que… attention, il n'y a pas de mais de machin. Là, on parle d'une définition claire que les gens enregistrent. Ça veut dire qu'on doit être hyper concis. Donc, j'essaye de reformuler ce que tu dis pour le bien-être de notre audience, qui a déjà une charge mentale énorme. Alors, on va donc dire, dis-moi, et arrête-moi si je dis des bêtises. Une génération, c'est un groupe d'individus qui ont développé leur identité dans un même contexte socio-culturel. Tout à fait. Voilà, parce que tu parlais de la période de réceptivité. Oui. Et cette période, quand même, elle est beaucoup plus forte quand on est en train de développer notre identité, notamment à l'adolescence. Et donc, il y a des générations à qui le Walkman parle plus que d'autres, etc., etc.
Mais, et là ton mais était important tout à l'heure, mais ça n'enlève rien aux différences individuelles qu'on retrouve en Exactement. psychologie. Il y a des introvertis, des extravertis, il y a des gens qui aiment l'innovation, des gens qui détestent, etc., etc. Et donc, en fait, ces générations, elles ne servent pas à enfermer, elles servent à donner une espèce de teinte. Tout à fait. Une couleur, une teinte, exactement. Tout à fait. Pour poursuivre sur le sujet, et si on prend juste un élément, et quand on dit il est difficile de considérer une génération comme un tout homogène, et dont les comportements, les perceptions seraient identiques, il suffit de se référer à la crise du Covid, où il y a des gens, quelles que soient les générations, qui l'ont vécu de manière totalement différente les uns par rapport aux autres, même si on a beaucoup mis l'accent effectivement sur l'impact que ça a eu sur les jeunes, mais de la même manière sur les plus âgés également. Alors pourquoi le management intergénérationnel? Alors excusez-moi pour la lumière, mais il se trouve que je suis en plein soleil et ça, je ne peux pas le corriger. On dirait un être de lumière, Tristan. Voilà, je vais Qui briller rayonne. devant vous. Oui, donc pourquoi le management intergénérationnel est une question cruciale aujourd'hui et encore plus pour demain? Bah, pour des facteurs et des raisons relativement simples hein, qu'on connaît tous, mais c'est important de se le rappeler. D'une part, baisse de la natalité, moins de jeunes nouveaux entrants sur le marché du travail. En parallèle à ça, alors on connaît tous les débats actuels sur la retraite, mais il n'empêche qu'il y a globalement un report de l'âge de départ à la retraite et on ne sait pas comment ça va se passer dans les années à venir, si ça va s'allonger ou pas. Je relisais il n'y a pas très longtemps un papier sur l'Espagne, par exemple, où l'âge de la retraite a été poussé à 67 ans, et comme d'ailleurs un certain nombre de pays européens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une population de travailleurs seniors, donc de 50, 55 ans plus, qui vont être amenés à rester de plus en plus longtemps sur le marché du travail. Mais surtout, ça veut dire aussi que le croisement, en fait, de moins de jeunes nouveaux entrants sur le marché du travail, d'une part, davantage de seniors restant sur le marché du travail d'autre part. Si on poursuit sur des politiques de sortie des seniors et avec la difficulté d'attirer des jeunes, ça veut dire tout simplement qu'on a une réduction en fait du volant, on va dire, ou du volume de main-d'œuvre à la disposition des organisations. Tristan, je rebondis et là, j'invite Florence et Léna à interagir dessus. Ok, on a des personnes un peu de tous âges dans l'entreprise, mais pourquoi est-ce que c'est utile d'aller catégoriser des générations comme on le fait? Parce que finalement, il y a plein de gens que ça induit en erreur en disant ah mais toi t'es un boomer, toi t'es un machin. Donc finalement, pourquoi on le fait? Vous voulez que je réagisse ou Qui veut? Qui veut? Allez-y, lancez-vous. Game of Thrones. je pense Vas-y, que Léna, vas-y. ouais Ouais. non. Vas-y Pardon. Léna. Allez, vas-y Léna. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas hyper fan de catégoriser les générations. Mais c'est vrai qu'on le fait parce que on essaye de trouver des caractéristiques communes, parce que c'est ce que tu disais Tristan, hein, pour essayer de décrypter, mieux comprendre et du coup répondre aux besoins finalement en faisant des grandes généralités. Mais du coup, le piège à ça, je trouve que c'est on crée des stéréotypes en fait. On crée des stéréotypes, on crée des silos. Et du coup, je trouve que ça, c'est pas forcément toujours positif, même si l'objectif, en fait, hein, moi je le vois au niveau RH. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous rassure, parce qu'on se dit, bon, bah, du coup, on va essayer de trouver des solutions qui sont adaptées à un groupe et à ouais, un ensemble de personnes qui se ressemblent et pour répondre à leurs besoins et du coup trouver un alignement. Mais je trouve qu'il y a quand même des pièges là-dedans. Il y a quand même des pièges et du coup, c'est aussi ça qui peut créer des silos en fait. Il y a un risque de tomber dans une pensée simpliste, c'est ça? Exactement. Des raccourcis en fait qui ne sont pas forcément réels.
Et si je peux aussi faire le pont avec l'interculturel, parce que je trouve que dans l'interculturel et l'intergénérationnel, il y a beaucoup de similitudes. Tristan, tu parlais, enfin, de la définition de la génération, mais une culture aussi, a aussi sa propre, on va dire, définition, et en même temps, voilà, parfois il y a des enfin, on va dire, on met des gens pareil, on dit: «Bah, les Allemands, ils sont comme Ah, ça, les Français, ils sont comme ça», enfin dans des cases. Mais je pense qu'aussi c'est lié au fait que, alors je sais pas si vous parle l'iceberg de Coles, en fait, entre la partie émergée et puis, la partie, immergée. Dans la partie émergée, on voit qu'effectivement, quand on regarde, enfin, sur les autres cultures, on voit enfin, on peut facilement voir ce qui est observable, c'est le comportement, le langage. Donc effectivement, on va les mettre, dans une case. Mais en fait, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qu'on voit moins, qui sont leurs valeurs, enfin qui sont, les modes de pensée, vision du monde qui sont beaucoup plus ancrés et plus difficilement observables, et qui peuvent être source effectivement d'incompréhension. Et donc je pense que je dirais que c'est un peu pareil pour moi pour les générations, c'est-à-dire qu'on voit, dans leur comportement, on va dire, les jeunes, bah, ils sont comme ça, ils sont toujours sur leur téléphone, et cetera. Les anciens le sont moins, enfin ça c'est observable. Puis après il va falloir décrypter ce qu'il y a peut-être plus, au fond. Et dans ce que tu disais, Tristan, par rapport à peut-être ce qu'ils ont vécu, et c'est ça qu'il va falloir comprendre, plutôt que de mettre, voilà, dans des cases. Mais après je reviendrai dessus pour voir comment aussi, mmh. on peut mieux se comprendre. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un point qu'il faut avoir à l'esprit et qui a conduit un certain nombre d'organisations d'avoir des politiques, on va dire, par catégorie d'âge. C'est quand même des décennies de politiques publiques qui ont, d'une part, poussé au recrutement des jeunes parce que, souvenons-nous, on a quand même vécu pas mal d'années avec un chômage des jeunes relativement important, et du coup des politiques publiques favorisant l'intégration des jeunes avec notamment des allègements de charges sociales, des aides diverses et variées, et à l'autre extrême, pour justement répondre à la problématique du chômage qui était encore relativement élevé il y a quelques années, le fait de favoriser les départs en retraite anticipée avec des dispositifs de pré-retraite, etc. Et donc ça a conduit, j'allais dire presque naturellement, hein, les organisations à raisonner d'une manière dichotomique et elles-mêmes à être dans ces logiques-là, indépendamment même si c'est tout à fait vrai, des problématiques notamment de stéréotypes qui peuvent être véhiculés. Donc c'est intéressant là ce que vous dites tous, parce que du coup, si on regarde, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de dimensions au sujet. Déjà, au-delà des générations, machin, on a des tranches d'âge. Et, enfin, et dans notre société, c'est ce que tu dis, Tristan, c'est on le voit, on a les cartes jeunes, on a les cartes seniors, on a des tranches d'âge, c'est un fait. Mais ces tranches d'âge correspondent pas tellement au fait qu'on ait fait la guerre ou pas, elles correspondent plus au stade de la vie où on en est. Et donc, en fait, par exemple, quand on a moins de 25 ans, très souvent, on n'a pas de crédit, on n'a pas d'enfant. Quand on est à 40 ans, on en est autre part dans sa vie personnelle et professionnelle. Et pareil, à 60, les enfants sont partis, etc. Et donc, en fait, ces tranches d'âge, on peut comprendre qu'elles correspondent à des réalités de vie différentes pour beaucoup de gens. Mais là encore, il ne faut pas généraliser. Et ça, c'est un premier angle. Après, on va avoir un autre angle qui va être ce que tu disais, Florence, sur la culture. C'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui peuvent dans certaines cultures, un truc tout bête, on a un rapport à la famille différent, on a un Mmh. rapport au travail différent, et donc ça peut changer ce que veut dire la collaboration intergénérationnelle. Mm. Et après, on a un autre point qui va être les différences individuelles. Et ça, Léna, en tant que RH, tu le vois, c'est chaque personne, en fait, est unique, et tu vas avoir des jeunes qui sont vieux, des vieux qui sont jeunes, etc. Et donc, en fait, le sujet, même si aujourd'hui on est là pour parler de génération et d'intergénérationnel, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas sursimplifier et réduire le sujet. Il y a beaucoup de dimensions et de variables possibles, et l'intérêt, c'est de les comprendre en parlant d'intergénérationnel. Oui, oui. Et on pourrait ajouter une chose à propos de justement des stéréotypes qui, encore une fois, sont un point majeur, hein, et en particulier dans les démarches que peuvent entreprendre des entreprises pour mettre en place justement un management intergénérationnel qui soit donc inclusif de toutes les générations. C'est bien évidemment les stéréotypes que vont porter les générations les unes sur les autres, et donc leur déconstruction nécessaire, mais c'est aussi les stéréotypes, entre guillemets, que porte une génération sur elle-même, hein. Mmh. Et typiquement, vous allez avoir un senior qui va se dire: ah non, je ne vais pas demander de suivre telle formation sur l'IA ou autre, parce que de toutes les manières, on va me le refuser parce que je suis trop vieux. Euh, et ça, ce sont des choses qui sont très importantes à prendre en compte au niveau d'une organisation, c'est-à-dire vraiment de faire ce travail de déconstruction
des stéréotypes qui vont être portés au sein de l'organisation. Et peut-être pour continuer un instant, l'autre point qui est important, c'est d'analyser l'ensemble de la chaîne en fait de ces processus RH, on va dire du cycle de vie de ces collaborateurs, hein, de la communication de recrutement jusqu'à l'offboarding, et de voir quels sont leurs impacts, comment sont-ils accessibles aux différentes générations, le sont-ils réellement? Et je vais prendre juste un exemple. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations ont développé, et c'est très bien, des politiques pour faire en sorte que les jeunes parents puissent s'occuper et avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants, ou parce que leur enfant est malade, de pouvoir avoir, qui sait, un système d'aide à domicile, de garde, ou peut-être même d'avoir du temps pour ça. OK. Mais quand on considère un travailleur senior qui, par exemple, et ça, souvent d'ailleurs il n'en parle pas, qui va partir prendre un day off le vendredi parce qu'en fait il va filer dans le train pour aller retrouver son père ou sa mère qui a Alzheimer à l'autre bout de la France dans un établissement spécialisé, c'est exactement la même problématique. Sauf que les enjeux, et ça rejoint ce que tu dis, Jérémy, sont de nature différente, mais en revanche, les dispositifs, eux, peuvent être identiques, mais couvrir un spectre plus large et ne pas surtout créer de dichotomie et de segmentation entre les générations, avec les ressentis qui peuvent en découler. Léna, ça me donne envie vraiment de faire la transition avec le sujet de la diversité, de l'équité, de l'inclusion que tu abordes, toi, en RH. Comment tu fais ce lien? Comment tu vois les choses? Oui, et je rebondis sur ce que Tristan dit, c'est totalement vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, et on crée effectivement des dispositifs spécifiques à des typologies de salariés, en fait. Et finalement, moi, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer, à être un peu plus transverse et à trouver des dispositifs qui répondent à tous. Parce que finalement, on fait des grands raccourcis en disant les besoins sont différents par rapport à chaque génération. Moi, je pense qu'en fait, les besoins sont les mêmes. C'est juste que la verbalisation et la façon dont est apporté le sujet en entreprise, notamment, euh, en fait, c'est plutôt la façon de verbaliser et le fait de faire tomber les tabous qui est un peu différent. Finalement, les collaborateurs, ils répondent, ils ont besoin en fait d'équilibre de vie, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin de trouver du sens au travail. Enfin, tous ces besoins-là, on les retrouve dans toutes les générations finalement. Et on voit bien qu'effectivement, la différence principale, c'est que les jeunes générations vont oser le dire. Les jeunes générations peut-être vont oser le verbaliser de façon plus transparente, plus tranchée même. Parce que le rapport au travail est peut-être différent. On est dans un contexte aussi sur le marché de l'emploi qui est très différent d'il y a 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on a aussi une tension sur les talents, hein. On parlait tout à l'heure comment dire, d'un déséquilibre entre effectivement les, les seniors et les juniors, entre guillemets, puisqu'on va avoir des départs en retraite qui vont être beaucoup plus massifs que des nouveaux actifs qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc, dans quelques années, on va être dans une balance négative de compétences pour les entreprises. Et donc, du coup, on a aussi à anticiper ça et finalement de se dire comment est-ce qu'on trouve cet équilibre et comment est-ce qu'on ouvre, on parle de diversité inclusion. Alors, il y a quelques années, moi, je me rappelle, au niveau RH, c'était le bonus. C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'était, une fois qu'on avait fait tout le reste, bon, on se disait, bon, bah, peut-être qu'on va travailler sur la diversité inclusion. Aujourd'hui, c'est central, c'est-à-dire que toutes les générations et tous les collaborateurs vont rechercher une entreprise dans laquelle on va répondre aux besoins de chacun de façon individuelle. Donc, on va essayer de trouver, voilà, tu parlais des parents, effectivement, dans cette entreprise, qu'est-ce qu'on me propose en tant que parent? Les aidants, c'est un sujet qui est éminemment important parce qu'on voit qu'il y a plus d'un collaborateur sur 4 qui aujourd'hui est aidant et malheureusement, entre guillemets, enfin, ou heureusement, la tendance va s'accroître. Donc, tout ce sujet-là, c'est de dire mais comment est-ce que l'entreprise et comment est-ce qu'on trouve un alignement entre les besoins des collaborateurs en fonction de leur spécificité individuelle et effectivement de leur moment clé de vie personnelle qui doit s'adapter finalement à leur enjeu professionnel. Et donc ça, pour garder les talents,
puisque là, je reprends ma casquette RH et c'est vrai que notre objectif quand même, moi en tant qu'RH, c'est de garder les talents. Mais pourquoi? Pour garder la compétence et pour garder la pérennité, la performance de l'entreprise. Parce qu'on voit bien que si on a une déperdition des compétences critiques, par exemple, ou même un turnover élevé, forcément, ça va créer de la baisse de performance et de productivité pour l'entreprise, et même financière. Donc, du coup, c'est finalement un sujet éminemment important qui doit en même temps répondre à des besoins individuels, plus globalement, effectivement, collectifs, mais tout ça dans une dynamique finalement de performance. Et donc, ce n'est plus finalement un bonus, c'est plus un plus pour l'entreprise. Aujourd'hui, c'est central, ça doit faire partie de la stratégie vraiment de l'entreprise, ce sujet-là. Alors Léna, merci, hein, merci, c'est très éclairant. Je me permets de faire un pas de côté sur l'actualité, donc notamment aux États-Unis, où tu as vu que sous la pression du nouveau gouvernement de Trump, beaucoup d'entreprises font marche arrière, déclarent faire marche arrière sur leur politique de diversité et d'inclusion. Certaines entreprises comme Apple décident qu'elles ne feront pas marche arrière, que ça a trop d'impact sur la performance. Donc elles rejoignent ce que tu dis, mais on en a quand même beaucoup, et notamment des très influentes comme Meta, qui décident de faire marche arrière sur la diversité et l'inclusion. À ton avis, à votre avis à tous, qu'est-ce que ça risque de créer? Déjà pour ces entreprises et après peut-être plus largement dans la société. Moi, je pense que ça va créer des fractures. Déjà, ça commence à créer des fractures. C'est-à-dire qu'on voit bien que, alors si je prends le sujet le plus simple, on va dire, et qui est notamment le télétravail, si on prend ce sujet-là en France, où on a eu quand même pas mal d'allers-retours et où on a aussi des entreprises aujourd'hui qui reviennent sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les entreprises qui vont être dans un retour en arrière, en fait, moi je pense qu'on ne peut pas retourner en arrière, dans le sens où on a fait évoluer des choses, la société a changé, le rapport au travail a changé, les évolutions on va dire, professionnelles ont changé. Et donc, revenir sur quelque chose qui a été, on ne peut pas. Après, si on le fait, en tout cas, les entreprises qui vont le faire, à mon avis, vont créer encore plus oui, je parle de fracture parce qu'on va siloter, en fait, finalement, les collaborateurs. On va, euh, on va créer des vrais écarts, en fait, dans la culture des entreprises. Et on risque d'avoir justement du désengagement. Moi, je travaille beaucoup sur l'engagement des salariés, mais le, la principale, on peut dire, le principal effet négatif, c'est une perte d'engagement, une perte de motivation, une perte d'engagement et finalement de projection dans l'entreprise. Florence, toi Ouais, en tant qu'expert de l'interculturel. moi, je vois un gros risque. Alors, juste pour rajouter par rapport à ce que dit Léna sur la perte d'engagement, je dirais qu'aussi la richesse, justement la richesse interculturelle ou intergénérationnelle, elle permet d'améliorer la créativité, l'innovation, la productivité, etc. Et je Oui, et pense que ça, c'est un pardon véritable Florence, mais appauvrissement. Oui, ça, pardon. pour le coup, c'est prouvé par des tas d'études. Oui, oui, non, mais du coup, non, mais le risque, enfin, pour ces entreprises-là, enfin, je sais pas, tu posais la question du risque. Ou non, ta question, c'est quoi? Est-ce que c'est prouvé par des études ou? Non, 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 non. Là, c'était pour dire ce que tu dis, c'est pas Oui, juste, c'est prouvé par des oui, études pardon. que la Oui. diversité et l'inclusion, ça Mm. a créé énormément de valeurs stratégiques. Tout à fait. Et donc, je vois, de toute façon, le risque pour ces entreprises, enfin, pour moi, c'est une perte de performance et de pouvoir poursuivre, on va dire, vers le futur, en fait. Enfin, pour moi, c'est comme si on revenait pas au Moyen Âge, mais enfin, ça me paraît tellement absurde. Et d'un point de vue, pour moi, c'est un vrai risque aussi, enfin, d'un point de vue interculturel aussi, euh, un risque. Alors, je vais pas extrémiser, mais un manque d'harmonie, on va dire, entre au sein de l'entreprise et avec les autres pays, en fait. Moi, Et j'ai le si je vais sentiment si je qu'en vais plus France, on loin, suivra pas. J'ai le sentiment qu'en France, on suivra pas cette logique. En tout cas, il y a une chose qui me semble qui sera intéressante, c'est que au-delà du vivre ensemble dans l'organisation, c'est l'enjeu de l'attractivité de ces mêmes organisations. mmh, Et en fait, qu'est-ce que va faire le marché en face? Dès lors, du moins, qu'on est dans un marché qui est orienté candidat,
qu'est-ce que vont faire les candidats? Est-ce que les candidats, du coup, vont préférer aller dans telle entreprise parce que, pour reprendre l'exemple que tu citais d'Apple, en se disant c'est une entreprise qui est inclusive à la fois sur un plan discrimination et sur un enfin DEI et sur un plan intergénérationnel, ou est-ce que c'est Meta et c'est une entreprise qui en vient en arrière par rapport à ça? Et peut-être que c'est le marché qui fera son choix. Puisqu'en définitive, c'est quand même ça le sujet. C'est au-delà d'avoir des collaborateurs, c'est d'en attirer. Je profite, il y a un commentaire de Fabien Figula-Le Thor qui nous dit que la façon de traiter ce sujet dans les entreprises en France est différente par rapport aux US, et notamment, il nous joint un article des Échos qui donne des éléments de réponse. Donc merci, merci Fabien. Et je vous invite à consulter cet article des Échos qui, c'est vrai, était très bien écrit. Donc, pardon Florence, tout à l'heure, je t'ai coupé parce que je fais mon rôle d'animateur de faire rebondir. Et vas-y, je te redonne le ballon. Non, mais enfin pour moi, évidemment, enfin je suis d'accord. Je pense qu'en France aussi, j'espère en tout cas. Je pense que la tendance, on va dire que l'intelligence peut-être émotionnelle ou je sais pas culturelle est peut-être plus forte et plus ancrée vers l'ouverture. Je pense qu'on est aussi un pays, enfin d'ouverture. Mais pour le coup, enfin voilà, par rapport à cette diversité, enfin pour moi elle est clé, aussi bien voilà culturelle qu'intergénérationnelle et l'impact, on va dire l'impact, dans notre enfin, j'ai perdu, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ce que je voulais dire donc entre temps. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que ce qui peut être généré par ça, c'est la montée des extrêmes aussi. Tu vois? Voilà. En fait, on voit bien qu'effectivement, moi, je fais un lien entre des politiques de diversité inclusion, en tout cas cette ouverture dont on parle, et puis le fait de l'harmonie, tu parlais d'harmonie, de bien travailler ensemble, de s'accepter, de la tolérance. Et finalement, si on enlève, enfin si on revient en arrière, en tout cas si on est moins inclusif, on risque de créer dans les entreprises plus de fractures, mais aussi dans la société des polarités, c'est-à-dire des extrêmes en fait. Mmh. Et je pense que ça, c'est très dangereux en fait. Et effectivement, c'est ça que je voulais dire par rapport à cette montée, enfin, notamment en France, hein, certaines radicalités. Là, moi, j'enseigne aussi l'interculturel à l'université et c'est vraiment un point très important. Enfin, ce qui est pour moi important et qui rejoint aussi par rapport à mieux se comprendre dans les générations. Le point de départ, ce que je dis toujours, c'est déjà le respect. Le respect, c'est le point de départ pour mieux se comprendre entre cultures, entre générations, déjà. Et ensuite, le deuxième point, c'est pas de jugement. Si on commence à juger ce que font les autres ou interpréter, aussi bien dans les générations que dans les cultures, ça va pas pouvoir fonctionner. Il faut pouvoir, si on veut arriver à bien collaborer, bien communiquer. Et du coup, pour moi, en fait, en entreprise, c'est la même chose. Si on veut bien, si on veut capitaliser sur cette richesse des générations, c'est savoir se parler avec respect, ne pas juger, ne pas. On parlait tout à l'heure de stéréotypes, ne pas forcément mettre dans des cases. Et si un jeune arrive en réunion et qu'il est sans arrêt sur son portable, ne pas se dire, bah, il n'a pas intéressé. Non, il est juste en train de prendre des notes sur son téléphone portable. Je fais juste pas de côté basique, mais pour moi, c'est ça qui est primordial et qui est vraiment à encourager, enfin encourager et développer, aussi bien dans l'entreprise que dans notre quotidien. Merci, merci Florence. J'en profite, là, il y a un message d'Hélène, Hélène Gaulier qui nous dit: «Est-ce que finalement tout ça, c'est pas une annonce provocatrice pour réduire les effectifs?» Tristan, toi qui as vu pas mal de dynamiques dans ce genre, ces 3 dernières décennies, qu'est-ce que tu en penses? Oh, on pourrait effectivement imaginer ça, hein. C'est un peu de la provoque, mais effectivement, on peut tout à fait imaginer une logique de cette nature et qui permet d'arriver finalement à ses fins sans l'avoir dit, quoi. Parce qu'on a quand même un sujet aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle, et des entreprises, notamment les grosses entreprises technologiques, qui en fait font des gains de productivité qu'on n'arrive pas encore à faire de ce côté-ci de l'Atlantique. Je prends l'exemple de chez Google où 55% du code informatique est généré par IA maintenant. Et donc ça laisse aussi supposer le fait qu'ils ne vont pas avoir besoin d'embaucher autant qu'ils vont faire de la productivité, et peut-être même qu'ils vont avoir besoin de commencer à dégraisser. Mmh mh. C'est terrible, c'est terrible ce qui va arriver si c'est le cas. Mmh. On peut se dire que en termes justement de tranche d'âge, ça risque de toucher principalement les jeunes et les seniors, tout ça. Effectivement. Ouais, ouais, ouais.
Il y a un point alors je reviens peut-être, pardon, sur la question de l'intergénérationnel, mais que je voulais aborder, qui est d'ailleurs, qui est développé dans le rapport dont j'ai parlé au début, c'est la question de, alors, j'ai jamais trouvé vraiment de terme génial pour ça, mais ce qu'on pourrait qualifier de la génération médiocre, dit autrement, c'est-à-dire que les collaborateurs qui sont entre 38 et 45 ans. Et attention au fait que d'un côté, alors on puisse avoir des politiques davantage, ciblant davantage les besoins et les attentes des juniors, également des politiques, et on ne peut que le souhaiter, qui aillent dans une meilleure direction s'agissant des seniors, qu'il s'agisse encore une fois de QVT, d'accès à la formation, etc. Mais souvent, les organisations ne considèrent pas cette population qui est en fait arrivée à un certain niveau d'expertise, à un certain niveau de rémunération, qui fait bien le job, si on peut dire ça comme ça, mais qui finalement, on ne s'en préoccupe pas, parce qu'on se dit, il marche bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et en réalité, il peut y avoir énormément de ressentis de la part de ces publics-là, de cette tranche en fait de collaborateurs, tranche d'âge de collaborateurs, qui vont se dire, mais on ne s'occupe pas de nous. Alors, la génération sandwich, on l'appelle aussi. Génération sandwich. Alors, on reprend à ce stade, il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Donc, ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est que une génération, c'est un groupe d'individus qui ont développé leur identité dans un même contexte socio-culturel, et on insiste sur le socio-culturel, parce que ça veut dire que ça varie dans le temps, mais aussi dans l'espace. Suivant là où on a grandi, on n'a pas développé exactement la même culture. Et donc, le sujet des générations est déjà un peu plus poreux que ce qu'on s'entend à dire. Après, il est vrai que quand on a commencé sa carrière en 1950 ou quand on a commencé sa carrière en 2010, on n'a pas les mêmes repères. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et donc, il y a un sujet qui est, et là, Florence nous le dit, tout ça, c'est de l'interculturel. Léna nous le dit, c'est de la diversité et une culture de l'inclusion. Et Florence, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui dit la base de cette collaboration intergénérationnelle, comme dans la collaboration interculturelle, c'est le respect. Donc j'aimerais qu'on reparte un petit peu là-dessus, parce qu'en fait, le sujet, c'est la collaboration intergénérationnelle. Donc avant qu'on aille parler du job sharing, parce que ce focus m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme bonne pratique sur comment, en fait, imaginons, aujourd'hui, on a de plus en plus de conflits larvés ou existants sur l'intergénérationnel. Comment on peut faire pour les déminer? Comment on peut faire pour rendre le quotidien plus fluide? Léna, tu es la RH, je m'adresse à toi. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui existent et qu'on essaye de développer, mais on parlait de respect, on parlait d'intelligence collective. Moi, je crois beaucoup en fait au travail ensemble. On parlait d'harmonie. Donc, concrètement, déjà, il faut que les collaborateurs, et là, je sors de l'intergénérationnel, travaillent ensemble, se parlent en fait, se parlent et se comprennent. Et donc, c'est du coup créer aussi des situations favorables, des environnements favorables pour que ces collaborateurs puissent travailler ensemble et se parler. Ça veut dire créer des transversalités au quotidien dans les entreprises. Donc, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui. Il y a du mentoring, par exemple. Il y a du reverse mentoring. Alors, on parle aussi de mentorat inversé, de pouvoir justement démontrer que ce n'est pas uniquement descendant du senior vers le junior. J'aime bien reprendre, on avait interviewé une personne qui s'appelle Yvette, qui a été justement en job sharing intergénérationnel, pardon. Et donc, elle disait, on est senior sur tout ce qu'on connaît et on est junior sur tout ce qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, cette notion-là aussi, de dire qu'on peut apprendre tous les uns des autres, peu importe l'âge, peu importe le moment de vie, finalement, dans lequel on est. Et donc, c'est finalement créer ces connexions humaines. Moi, je parle beaucoup de connexions humaines pour qu'on puisse grandir ensemble collectivement. Donc, on a aujourd'hui tout un tas de dispositifs RH, du co-développement, des groupes de parole, de la formation aussi pour appréhender. Moi, je travaille beaucoup sur les biais cognitifs, par exemple, notamment pour déconstruire ces stéréotypes, accompagner finalement individuellement et collectivement. On parle de mettre dans des cases. Pourquoi? Comment est-ce qu'on arrive à déconstruire ça pour recréer du lien
et pour recréer une dynamique collective et pour qu'on apprenne à mieux se parler. Et Mieux... Mhm. Léna, Hélène nous dit quelque chose en commentaire. La définition du respect n'est pas la même pour toutes les générations. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Florence, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, justement, j'étais en train de le regarder, j'avais envie de rebondir dessus. Effectivement, après moi, ce que je dis, enfin, dans ce que je partage avec les étudiants et les autres personnes, effectivement, le respect pour moi, ce que je leur dis, bah, ce qui est important, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, Pardon, d'être. Florence, Ah oui, excuse-moi, hein, mais là, en fait, moi, je veux vraiment répondre à la question de l'audience, déjà, aux préoccupations. La définition du respect n'est pas la même pour toutes les générations. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire avant de donner ta oui. vision? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire que, dans ce que je comprends, enfin, le comportement va pas être, le même, en fait, d'une génération. Ce qui paraît on va dire, un comportement qui paraît respectueux peut-être pour, moi, ma génération, l'est peut-être pas pour, une autre génération. Après, est-ce que c'est une question de génération, de personnes? Le fait, j'en sais rien, de peut-être de se dire: «Bah». Arriver à l'heure pour les jeunes. Oui, mais en fait, Oui, c'est mais même pas une question de ça, c'est peut-être une question de culture aussi. Enfin, voilà, arriver à le l'heure, rapport à la mmh. comment? Le rapport à la hiérarchie, en fait, un Mmh. junior peut considérer que la manière dont il aura parlé avec, le big boss de la boîte en lui disant: «Écoute, ce que tu as fait, c'est moyen» Mmh. et un senior va lui dire: «Non, mais dis donc, tu as complètement manqué de respect». Il lui va répondre: «Mais non, pas du tout, j'ai juste dit ce que je pensais, mais c'est pas du tout parce que je le respecte pas». Ouais. Oui, ou le tutoiement, le vouvoiement, par Et exemple donc, et aussi. donc, Florence, toi, tu contournes cette difficulté comment? Moi, ce que je leur dis, enfin, pour la contourner, il y a plusieurs choses. Il y a Tout à l'heure, je parlais de jugement. Attention à pas juger tout de suite, d'interpréter. Par exemple, tu disais, bah, le fait d'arriver à l'heure, pas à l'heure, ou le fait, Tristan, l'exemple que tu donnes, en fait, de comprendre pourquoi l'autre a fait ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de tout de suite coller une étiquette, dire: «Bah, non, ça se fait pas», et cetera. Je pense que déjà, ça, c'est important. Donc le côté empathique, enfin, se mettre à la place de l'autre ou comprendre d'où ça vient. Ça, c'est déjà important. Et la deuxième chose, c'est de se dire, bah, quand on parle à l'autre, c'est d'être tous les deux dans les positions OK, OK. Je sais pas si ça vous parle, enfin, d'Eric Berne, se dire, bah voilà, est-ce que moi je suis, quand je te parle, Tristan, est-ce que je te reconnais et tu te sens OK? Est-ce que moi aussi je me sens OK quand je te parle et quand tu me parles? En fait, d'être tous les deux au même niveau. Et Mmh. si on n'est pas tous les deux au même niveau, bah, la relation, il y a une relation de domination ou soumission, etc. Et ça, du coup, on n'est pas dans le respect. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez des personnes expérimentées. C'est parce qu'elles sont un peu des sachantes, elles vont Mmh, traiter les jeunes un petit peu comme des personnes qui doivent se soumettre. Mmh. 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 Tout à fait. Et alors qu'en fait, si on les traite, bah, d'adulte à adulte, au contraire, enfin, on en retire déjà beaucoup plus, et dans les 2 sens. Après, on le verra, sur d'autres formules, mais c'est vrai que ça, c'est clé, oui. Et Émilie nous dit développer son intelligence émotionnelle sur une piste en somme. J'ai envie de dire presque plus que l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle. Mmh. Mm. Mmh, Oui, ouais, sur l'intelligence émotionnelle, je rebondis parce que c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur et c'est central. Enfin, je trouve. Et dans l'intelligence émotionnelle, tu as ce côté, effectivement, intelligence situationnelle pour s'adapter à l'autre, s'adapter effectivement à l'environnement dans lequel on est et notamment aussi à la culture de l'autre, finalement, à qui il est en tant que personne. Dans le rapport, j'avais deux cas que j'avais trouvé intéressants. Le premier, c'est par rapport à ça, c'est en fait de faire en sorte de monter des équipes projets qui soient multigénérationnelles. Donc, au-delà de ces notions de respect, d'intelligence situationnelle, c'est aussi capitaliser sur innovation, créativité, enfin bref, les apports différents que peuvent avoir des personnalités de différentes générations. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est en fait de faire des logiques dans la déconstruction des stéréotypes de jeux de rôle inversés où en Mm. fait on va demander à des juniors de se mettre à la place, enfin mmh, d'adopter un comportement qu'ils pensent être celui d'un senior et inversement. Et en fait, c'est un formidable levier pour faire comprendre en fait que bah non, c'est pas comme ça. D'autant plus d'ailleurs, il y a eu un travail très intéressant fait par euh, Terra Nova, qui s'intéressait en fait primitivement, on va dire, aux jeunes, mais qui en fait a comparé les attitudes des jeunes et des seniors par rapport à un certain nombre de thématiques, et notamment celui du respect de la hiérarchie. Et on voit qu'en fait les taux de j'accepte les décisions de la hiérarchie sont exactement les mêmes qu'il s'agisse d'un junior et d'un senior.
Bon, ça Mmh. revient à des choses dont on va parler C'est un peu autrement. ce que nous dit Karine dans son commentaire, notamment sur les travaux de Mauro Guillen sur la société post-générationnelle. Merci Karine de l'évoquer. Et en rappelant quand même que dans le sujet des générations, derrière les générations, c'est souvent les tranches d'âge qu'on regarde avec la, j'ai envie de dire, la topographie de leur vie à un instant T. Et que ça, sur les tranches d'âge, on a quand même des réalités aujourd'hui. Mmh. On bouge sur le job sharing, sinon on n'aura pas le temps de le traiter. Léna et Florence, l'un des grands intérêts de vous avoir aujourd'hui, au-delà de vos expertises respectives sur l'intergénérationnel, sur l'interculturel et les RH, c'était de pouvoir découvrir ce truc un peu bizarre du job sharing, dont quelques personnes parlent en France, mais pas tant que ça aujourd'hui. Alors, qui veut se lancer? Qu'est-ce que c'est? Florence, c'était toi, je crois? Oui, oui, après Léna, elle complétera, bien sûr, il y a pas de problème. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est que le job sharing? Job sharing, c'est, le fait qu'on a 2 personnes, en fait, qui travaillent sur un même poste, donc qui se partagent le même poste, qui sont en co-responsabilité et co-leadership et donc qui travaillent soit, à temps partiel, soit à temps plein sur un même poste. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je l'ai expérimenté, avec mon job partner, on travaillait tous les 2 à 60. Donc moi, je travaillais du lundi au mercredi et lui du mercredi au vendredi, ce qui fait qu'on avait le mercredi pour pouvoir se challenger, se faire les passations, brainstormer, etc. Voilà, c'est ça le principe principal, on va dire. Et en fait, le lien, enfin, ce qui est intéressant par rapport à notre sujet qui est sur l'intergénérationnel, c'est vraiment un nouveau mode d'organisation qui permet en fait de tisser ce pont entre les générations, notamment si on fait un duo intergénérationnel avec quelqu'un qui est plus senior et quelqu'un qui est plus junior. Et on a eu des exemples effectivement de personnes qui l'ont fait. Et notamment par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début pour casser les stéréotypes, favoriser bah, en fait, bénéficier de cette richesse finalement de la diversité entre les générations, c'est quelque chose qui va permettre de le faire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, au quotidien, bah, déjà on va arrêter de se dire, enfin de voilà, elle a mettre dans des enfin par rapport à ces stéréotypes, on va casser, on va dire ces idées reçues et et par rapport aux enjeux justement de pouvoir mieux transmettre, les compétences, les connaissances, bah, ça va se faire de façon beaucoup plus fluide, parce que, on l'a vu, notamment enfin dans les duos qu'on a pu interviewer ou pu voir. En fait, le senior va apporter cette, expertise, ce cadre, les process et cetera et le junior, bah, va pouvoir aussi apprendre, notamment, bah, elle disait, bah, sur les nouveaux outils digitaux par exemple ou nouvelles façons de voir, d'appréhender, le management, de travailler. Tristan, tu disais, bah, les jeunes, ils sont peut-être beaucoup plus directs. Bah oui, à ce moment-là, le jeune, il va peut-être être beaucoup plus direct et les anciens, ben, vont apprendre à peut-être mieux se comporter, peut-être connaître les codes de l'entreprise et de la culture. Donc ça, c'est vraiment un plus. Euh, et pour diminuer aussi bah, toutes les tensions intergénérationnelles et même interculturelles, hein, finalement, voilà, ça va permettre avec cette collaboration, de développer aussi d'autres soft skills, enfin des capacités d'écoute, mieux voilà d'ouverture, d'adaptabilité et qui ont des effets en fait au-delà du duo. Et quand on montre cet exemple avec ce duo, bah, ça va avoir des effets bénéfiques sur l'ensemble de l'entreprise en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, n'importe quelle entreprise peut mettre ça en place. Est-ce qu'il y a des modalités particulières, un cadre légal, je ne sais pas? En Léna, fait, tu veux aujourd'hui, dans le droit du travail français, ne prévoit pas le job sharing en tant que tel. Par contre, en termes de contractualisation, c'est assez simple finalement. Si par exemple, tu as 2 collaborateurs qui passent à temps partiel, bon, bah, c'est un avenant au contrat de travail et puis, on va dire, on reste sur, un contrat de travail individuel unilatéral. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, quand même de créer comment dire, une formalisation, un cadrage du fonctionnement avec une charte de bon fonctionnement, avec des outils, avec un process, avec un accompagnement. Parce qu'effectivement, le côté contractuel ne se suffit pas à lui-même. C'est un mode de travail qui est pas si nouveau que ça, hein, parce qu'il existe depuis plus de 30 ans. Et en France également, on a des entreprises qui l'ont mis en place depuis 1995 et pour qui ça fonctionne très bien. Donc on voit que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, par contre qui chamboule un peu et qui vient nous chahuter sur nos modes de management un peu classiques.
pyramidaux, on va dire. Et c'est quoi les 3-4 conditions nécessaires, tu vois, les prérequis pour se dire, OK, là, dans cette situation, je peux mettre en place du job sharing? Alors, il y a un premier point central, c'est la confiance, parce qu'on travaille, voilà, on travaille en Qui et confiance. qui? Non, entre qui et qui? Entre les 2 personnes qui vont travailler ensemble, mais pas que, mais aussi, dans l'écosystème. C'est-à-dire que, ça doit être porté par la ligne managériale, ça doit être porté par, une stratégie d'entreprise. Si tu laisses 2 personnes bosser en job sharing toutes seules dans l'organisation, ça va pas forcément fonctionner. Donc il y a la confiance, il y a la responsabilisation, forcément puisqu'on laisse finalement la main et donc quand on est 2, on a 2 cerveaux, on va beaucoup plus vite, on prend des décisions beaucoup plus rapidement. Et du coup, on développe aussi la créativité. On parlait tout à l'heure, Tristan, tu parlais de la créativité et de l'innovation. Ça booste en fait la créativité. Il y a une notion d'ego et qui est très présente quand même en France. Mmh. Si tu as un ego surdimensionné et que tu es dans un mode de fonctionnement qui va prôner l'individualisme, ça va pas fonctionner. Donc, c'est important de se dire que tu es deux, en fait, c'est une unité, une seule et même entité finalement à deux. Et souvent d'ailleurs, c'est une seule boîte mail, c'est même un prénom commun. Bah, Florence, son exemple était intéressant. Florence et Thomas, ils s'appelaient Floto, par exemple. Voilà, c'est une seule et même entité en fait. Et donc ça veut dire que tu assumes aussi les succès, mais aussi les échecs. Ne pas dire bah non, c'est la faute de un tel, etc. Donc ça, c'est un prérequis qui est hyper important et qui nécessite aussi de l'accompagnement dans les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la reconnaissance individuelle et donc il faut aussi basculer sur une reconnaissance un peu plus collective. Et 2 autres aspects dans le management et dans les objectifs, comment ça se passe? Alors au niveau des objectifs, hein, c'est des objectifs qui doivent être, communs. C'est ça si on a envie de driver, enfin de booster le duo. Après il peut y avoir, moi dans mon cas, enfin on avait des objectifs communs et il peut y avoir aussi des 1 ou 2 objectifs plus personnalisés s'il y a besoin de se développer peut-être sur des soft skills, enfin sur des aspects peut-être plus spécifiques. En termes de management, ta question c'est plus par rapport, au manager de ce duo ou le management de par le duo? Non, comment on les Les 2. manage? Comment on Comment on les les manage? manage? Ben, en fait, c'est comme je dirais comme, d'autres, enfin comme d'autres personnes qui sont dans ton équipe. Heu, la seule différence, c'est qu'en fait, tu vas avoir il va y avoir des points qui vont se faire avec le duo et tout dép enfin quand ils sont là tous les 2 présents, ben ça va être des points avec le duo et sinon ça va être, je sais pas comment le dire, En fait, est-ce que c'est 2 fois plus de boulot pour le manager? d'accord. Non, bah, non, justement, ça fait gagner du temps au manager. C'est-à-dire que comme à chaque fois, effectivement, c'est un peu le frein, où les gens enfin, qu'ils ont en tête. Mais au final, le duo, en fait, ce qu'il produit est de beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Et donc, va moins devoir solliciter, on va dire, le manager pour pouvoir prendre des décisions, produire des choses. Et donc, le manager, ça va lui faire gagner du temps pour pouvoir le consacrer à d'autres projets. Et un autre point aussi, pendant les congés ou quand il y en a un qui est en vacances, il y a toujours quelqu'un du duo qui est là. Et du coup, le manager n'a pas besoin de prendre le relais pour les équipes parce qu'il y a toujours quelqu'un du duo. Donc au final, ça fait gagner du temps et de la productivité et de la performance. Léna, une question intéressante d'Hélène. Quid du risque juridique? Travail égal, salaire égal? Il faut que les 2 aient le même salaire? Alors, c'est un sujet qui est revenu, alors on a des exemples et contre-exemples sur ce sujet-là. Heu, Toi, tu as une solution. Effectivement, si tu es sur le même job, les mêmes missions exactement, le même périmètre de responsabilité, ce risque existe et donc effectivement, on a le cas où il y a eu une revalorisation du salaire. Je prends les 2 anciennes DAF de HP, par exemple, elles ont eu du coup, bah, une revalorisation pour avoir la même rémunération. Après, si tu peux avoir aussi des duos où tu as des casquettes un petit peu différentes. C'est-à-dire que oui, tu as une co-responsabilité, par contre, tu en as un qui va être plus expert sur un sujet ou qui va prendre le lead sur un autre sujet et cetera et donc là, effectivement, tu peux avoir des différences, qui permettent d'avoir des rémunérations différentes, notamment dans le cas d'intergénérationnel, où tu vas avoir une expertise différente. Peut-être tu vas intervenir sur des sujets peut-être un peu plus matures, un peu plus stratégiques et le junior peut-être un peu plus en back office et cetera. Donc ça dépend de la configuration, on va dire, du duo. Mais c'est un point Ouais, important de vigilance. il y a un Oui. sujet de cadre qui doit être hyper important. Exactement. Je pensais à un autre, à un autre enjeu, c'est l'enjeu de, par exemple, les jours où je travaille pas,
est-ce qu'il n'y a pas un risque que mon binôme vienne m'embêter parce qu'il a besoin de telle ou telle info? Bah, ça, c'est une question d'organisation, de bien se caler et en général, au final, c'est très, très rare quand ça se fait parce que c'est aussi une règle de fonctionnement et c'est aussi l'intérêt. C'est de se dire les 2 jours, on n'est pas au travail, on n'est pas au travail, on fait autre chose. Donc si c'est tout le temps si l'autre dérange tout le temps, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Donc Mmh. voilà, il faut se recaler. Et un Donc ça doit point être Je comprends, exceptionnel. quoi. C'est ouais, c'est Comment? c'est une c'est une démarche qui est exigeante, mais qui montre aussi la maturité des personnes et de l'organisation. Mmh. mmh, tout à fait. Oui, il y a un vrai engagement, effectivement. Puis on a envie de bien faire. Enfin, quand, l'autre est pas là, on a envie de bien mener la barque et quand il revient, que ce soit propre et cetera, c'est un engagement, oui. Mmh. On a l'exemple d'Alexandre qui nous dit: «J'ai expérimenté le co-leadership» et je fais un Rex. C'est super en termes d'apprentissage, mais cela demande un gros travail personnel et de remise en question. Un gros prérequis sur la maturité et de ce que vous me dites, j'ai l'impression que oui, effectivement, ça demande 2 personnes quand même matures, quoi. Oui. Moi, je di moi, je dirais mature et surtout, ouverte, pour apprendre parce que enfin, oui, c'est une certaine forme de maturité, mais maturité après enfin, effectivement, pour moi, c'est pas une question d'âge, ça, c'est sûr. C'est plutôt une question de valeur et de fonctionnement. Parce que dans ce principe, c'est 2 cerveaux, une même voix. Voilà, c'est ça l'idée. Mais on apprend, en fait, on va apprendre, l'un de l'autre et ce qui va être une richesse beaucoup plus forte que d'être tout seul. On dit souvent la phrase un peu basique, c'est quoi? Tout seul, on va plus vite, mais à 2 ou à plusieurs, on va plus loin. Bon, bah, c'est là, Mmh. en duo, on est non-stop. Tristan, ce sujet du job sharing, J'adore. en tant que boomer, J'adorerais, mais alors c'est pas vraiment du job sharing, mais je travaille beaucoup avec des juniors sur différents sujets et de fait, alors c'est pas du job sharing à proprement parler, mais c'est fabuleux de complémentarité, de croisement des regards, et vraiment oui, de penser à des choses auxquelles l'un ou l'autre n'aura pas pensé. Je trouve que c'est génial. Mmh. moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce webinaire sur l'intergénérationnel, c'était que le focus sur le job sharing allait nous permettre en fait de donner un cas concret qui Mmh. montre un petit peu aussi ce que ça peut vouloir dire plus globalement de travailler dans des formats un peu différents. Et on se rend compte en fait que dès qu'on veut commencer à innover sur les formats de travail, ça demande de la responsabilité, de l'autonomie, de la maturité. Et donc, la raison pour laquelle on travaillait comme on travaillait, je pense qu'il y a une raison, quoi. Oui, après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer et qu'effectivement, il faut accompagner les changements de mentalité et puis il faut oser en fait. Moi j'aime bien ce terme-là, il faut oser et tous ceux qui l'ont expérimenté, effectivement, ils partagent la richesse et le fait que, c'est extraordinaire en fait. Mais c'est extraordinaire comme, de développer l'intelligence collective en fait, finalement. Mmh. Combien de temps ça peut durer un cycle comme ça? Est-ce qu'il y a des cycles recommandés de job sharing? Par exemple, tu vois, en termes de durée, se dire, c'est pendant 10 ans ou c'est bien pendant 2 ans et après il faut switcher? En Ça va fait, dépendre des besoins des personnes, hein, j'ai envie de dire et des besoins. Il y a des moments dans ta vie où tu as besoin d'avoir ce temps-là. On parlait des aidants tout à l'heure ou parentalité ou alors, envie de se moi, mon partenaire, il fait une thèse, donc il en a au moins besoin pour 4 ans. C'était ça dépend et on a un duo, elles l'ont fait pendant 21 ans, jusqu'à la fin de leur carrière. Elles ont fait 10 postes ensemble et même à aujourd'hui à la retraite, elles continuent à être en retraite sharing, je sais pas comment on dit, mais Parce que ça va dépendre j'imagine qu'une des personne personnes. qui pendant 3, 4, 5 ans a fait du job sharing avec quelqu'un, l'un des 2 du duo s'en va, tu peux pas le remplacer comme ça, enfin ça doit un peu rayer les murs, quoi. Bah, moi, Thomas, il m'a remplacé. Quand je suis partie d'Allemagne, il m'a remplacé. Il a trouvé une Anglaise, pour me remplacer et il continue et c'est Est-ce la que c'est quelqu'un qui diversité. savait déjà faire du job sharing, cette Anglaise? Non, elle en avait jamais fait. D'accord. Non, non, elle en avait jamais fait Parce que tu vois, et pour les RH, il peut y avoir un sujet légitime de se oui, dire: bien «Ah sûr. mais je vais appairer des gens et Mmh. si en fait il y en a un qui part, je risque de perdre l'autre». Oui et en fait, on voit que dans le retour d'expérience, c'est pas le cas. C'est vrai que, souvent les cycles, c'est 3, 4 ans, mais comme un cycle finalement sur un job. Et après, l'idée, c'est de pouvoir effectivement retrouver, le binôme ou alors, si c'est plus le cas, bah, de repartir sur un temps plein et de voilà, Mmh. un cursus un peu classique. Ça dépend effectivement les moments clés, de vie dans lesquels tu es, en fait. Mais Il ça nous se reste, il nous reste 1-2 minutes pour ce webinaire. J'invite les participants qui ont des questions à les poser maintenant. Celles qu'on ne peut pas prendre en direct, on y répondra après par écrit sur LinkedIn.
mais c'est le moment ou jamais pendant que vous avez accès à Florence, Léna et Tristan. Et pendant ce temps-là, je vous invite à meubler. Euh, Moi, je trouvais intéressant Florence, que tu racontais sur ce binôme qui a fonctionné pendant 21 ans. Et la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que c'est alors, deux questions. Un, est-ce qu'ils ont vécu dans ce job sharing dans la même organisation, ou est-ce qu'ils ont été d'une organisation à l'autre et donc se sont vendus, entre guillemets, à des organisations différentes en disant, bah voilà, vous en avez deux pour le prix d'un. Elles l'ont fait, en fait, dans la même organisation. Elles sont restées chez HP, voilà, dans la même organisation et elles ont Ok, évolué à différents postes, aussi bien en vertical qu'horizontal, ok. et c'est ce qui les a fait tenir, en fait, dans la boîte. Parce qu'à un moment donné, il y en avait une qui voulait partir et finalement elle est restée parce que l'autre restait et voulait continuer. Donc Mhm. ça a vraiment créé, on parlait de fidélisation des talents, ben, en fait, concrètement, ça a vraiment fidélisé ça les a vraiment fidélisés à la boîte. Et Oui, tu as des cas justement de binômes qui sont dans un mode, on va dire, nous posons notre candidature à un job en job sharing. mmh. Vas-y Léna, hein, si tu Bah, en fait, moi, par exemple, pour te donner mon exemple, personnel, donc moi, je suis aussi DRH à temps partagé et donc on a candidaté, là récemment, en co-CV. On a créé un co-CV justement et on est tombé enfin on a échangé avec une entreprise justement, qui offrait un poste à temps plein et on s'est dit: «Bon, bah, tiens, on va postuler toutes les 2 sur un poste, en job sharing» et donc le retour a été hyper favorable, on a bah, voilà, ils étaient ouverts au sujet. Donc ça peut effectivement être ça aussi. Compris. Top. Ah oui, donc il y a Audrey qui nous dit quid de la gestion des mmh. headcounts des sociétés américaines, même un 60% fait un headcount de headcount pour un poste. Soit on a une réponse en 5 secondes, soit on l'a fait par écrit. Pareil pour Sylvia. Léna, Florence, on a dépassé, on doit laisser les gens partir. Mais est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, tous les trois, de répondre aux questions pour lesquelles on n'a pas encore donné de réponse par écrit sur LinkedIn? Tout est dans la page, sur la page de l'événement LinkedIn. Moi, je vais en Avec profiter plaisir. pour vous remercier vraiment tous les trois. Je vous ai bien embêté. J'ai pas arrêté d'essayer de faire circuler la parole, mais je sais aussi que c'est ce que les gens à distance aiment bien quand c'est dynamique comme ça. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci pour vos expertises. Ça crée beaucoup, beaucoup de valeur et ça nous a permis de pouvoir croiser le sujet de l'intergénérationnel avec des choses qui ont un peu plus de profondeur, comme notamment l'interculturel, la diversité et l'inclusion. Florence, Tristan, Léna, dans cet ordre, je vous propose le petit mot de la fin. C'est parti. Heu, Richesse de la diversité. À toi, Ah, Tristan. et donc c'est à moi. Ben, si quelqu'un veut faire du job sharing avec moi, une bonne heure. D'une autre génération. Bah, merci en tout cas, oui, pour ce webinaire et moi je dirais qu'effectivement, on est qu'au début, de changements interculturels et intergénérationnels et c'est un future of work, on va dire. Génial. Génial. Ben, merci vraiment à tous les trois. On va prendre le temps de répondre à vos questions sur la page LinkedIn. Le rapport intergénérationnel est disponible. On a sorti un livre avec Elodie Gentina en novembre qui s'appelle Le défi du management intergénérationnel. Je vous mets le lien également sur LinkedIn. On a pas mal de sujets à venir cette année chez Tomorrow Theory. Je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn et de vous abonner à la newsletter Future of Work que je sors toutes les 2 semaines où vous aurez toutes les nouvelles et pas mal aussi d'éléments de veille qui peuvent être précieux pour vous. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très très bientôt. Léna, Florence, je vous souhaite le meilleur avec Worksharing et Merci Tristan, je Jérémy te souhaite le meilleur, mais nous on Et à se bientôt. parle bientôt. Voilà. et Merci Exactement. toi beaucoup. aussi Jérémy. Merci Jérémy.